Témoignage rare d'une femme officier du renseignement français, c'est le grand angle de ce samedi 9 avril. On revient ce soir aux origines de la guerre en Syrie. Nous sommes au tout début du conflit, au printemps 2012. L'ONU obtient un cessez-le-feu et décide d'envoyer des observateurs, une mission de maintien de la paix de 300 personnes, avec une seule femme. Témoignage rare donc d'une femme officier du renseignement français. C'est notre grand angle et cette femme, c'est vous, Enora Cham. Bonsoir. Bonsoir. Vous racontez cette mission éprouvante dans Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie. C'est paru aux éditions Mareuil. Vous êtes militaire, arabisante. Vous avez connu d'autres terrains de guerre, des missions difficiles, par exemple, en Afrique. Et ça vous amène, tout ça vous amène à devenir officier du renseignement français. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire que vous êtes une espionne? Non, non, surtout pas. Un officier de renseignement, qu'il soit de l'ONU ou qu'il soit de n'importe quel pays, c'est quelqu'un dont le métier consiste à détecter et à exploiter tous les signes relatifs à une mise en danger de son pays ou des intérêts de son pays. Et puis de transmettre ces informations à des décideurs qui vont prendre ensuite les grandes mesures à appliquer. Souvent des personnes très discrètes. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? D'abord, encore une fois, comme vous l'avez dit très bien, ce n'est pas le métier d'espionne. Le métier d'espionne, c'est dans l'ombre. La cible que vous choisissez d'observer ne le sait pas. Le métier que moi j'ai fait n'est pas du tout dans la clandestinité. Ce livre, lorsque nous étions en Syrie, il y avait un bureau renseignement à Damas. Nous étions nous-mêmes des capteurs de renseignement. Bon, l'ONU appelle ça observateur, mais c'est exactement ça. Les procédures utilisées sont celles que l'on utilise dans tous les pays et à l'OTAN et dans toutes les grandes organisations. Donc c'est très ouvert en fait. Tout le monde savait où on était, tout le monde savait ce que l'on voyait et quel genre de rapport nous envoyions ensuite. Et c'est un journal de bord en réalité, ce livre. On vous suit jour après jour. Il y a 10 ans, vous êtes donc en poste à l'ONU à New York et vous êtes choisi pour faire partie de cette mission. Vous vous retrouvez en Syrie, un pays que vous connaissez très très bien, mais vous vous retrouvez sans armes. Comment c'est possible? Oui, c'était une mission de maintien de la paix. Et vous avez différentes sortes de mandats de mission de maintien de la paix. Et vous en avez des plus ou moins robustes. Et celle que nous a confiée présentait la caractéristique d'être désarmé. En même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait d'une arme dans cette situation? Je pense qu'il valait mieux. On a plus été protégés par le fait que nous avons parlé à tout le monde plutôt que par le fait d'être armés. Et puis il y a quand même l'importance du drapeau. Quand vous vous déployez pour les drapeaux des Nations Unies et pour le drapeau de la France, le drapeau, ça signifie quelque chose. Et donc, nous avions le drapeau. Le cessez-le-feu tiendra peu de temps. Vous dites que c'est votre présence, la présence de l'ONU, qui fera exploser la violence. Oui, elle a fait exploser parce que c'est la communauté internationale qui arrive donc sur place, qui a des appareils photo, qui peut voir. Quand je vois tous vos reportages là sur l'Ukraine, je me dis que j'ai un peu l'impression de nous revoir en la personne des journalistes qui sont là-bas. C'est-à-dire que vous devenez un enjeu de guerre pour les deux parties. Et donc, parce que vous êtes là, parce que vous allez rendre compte, parce que vous avez un œil que vous filmez, et surtout dans les débuts de guerre, vous êtes l'enjeu de propagande, de mise en scène. On va vous attaquer à un endroit pour vous obliger à prendre une autre route et voir quelque chose qui a été mis en scène, ce genre de choses. Et nous avons toujours été lucides là-dessus. Nos comptes rendus sur la manipulation dont vous étiez victime, oui. En fait, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Et nous avons été très précautionneux dans nos rapports, comme d'ailleurs le sont vos collègues aujourd'hui. J'entends beaucoup, en tout cas pour les Français, qui sont assez précautionneux et qui, comme nous, constations, voilà, il y a des morts, c'est certain. Maintenant, qui a fait quoi, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Vous dites, vous, que vous ne vous êtes pas focalisé sur les morts, mais sur les vivants. Oui, alors, tant qu'il y a eu un cessez-le-feu à observer, eh bien, nous l'avons fait, mais ça n'a duré qu'un mois. Et ensuite, eh bien, on a progressivement glissé vers la guerre. Et à ce moment-là, notre rôle a été d'être témoins, les seuls témoins finalement qui restaient dans ce pays, à ce qui arrivait aussi bien aux Syriens. Mais encore une fois des deux côtés. Côté rebelle, côté soldats, côté population. Donc, pour moi, les morts étaient morts. Les vivants étaient un peu des condamnés à mort. Il y a des personnes que vous avez croisées, dont vous saviez pertinemment que vous ne les reverriez plus. C'est tout le problème. Le problème, quand je vous dis que c'était les vivants qui m'intéressaient, c'est parce que c'est pas anodin, enfin, de laisser partir des gens vivants, sachant très bien qu'ils vont être torturés et mourir, et que vous êtes dans une impuissance totale. Donc effectivement, c'est beaucoup plus. Cette impuissance. Autant j'ai réussi à développer des protocoles, des astuces, des choses comme ça vis-à-vis des morts, vis-à-vis des scènes violentes, des attentats, etc. Autant il n'y a pas de protocole quand on abandonne des gens à leur sort. Il n'y a pas de protocole. Il faut s'en remettre, il faut le digérer, il faut laisser passer du temps, écrire un livre.
Oui. Et puis, finalement, 10 ans plus tard, achever sa mission d'observateur. Il y a un troisième acteur, on parle du régime, on parle de l'armée syrienne libre, les rebelles. Et puis, il y a ce nouvel acteur dans l'équation syrienne. Vous avez vu arriver Al-Qaïda dans le pays, vous y êtes confronté même d'ailleurs. Oui, je pense qu'ils étaient un petit peu là avant nous. Hein. Ils ont dû bien sentir que la situation allait se dégrader. Mais ce qu'on a vu initialement, il y avait deux choses. Il y avait des attentats à Damas qui étaient de plus en plus courageux au cœur presque des systèmes, du système politique et sécuritaire syrien. Et ce groupe étonnant, Jabhat al-Nusra, qui de temps en temps revendiquait, et puis retirait ses revendications, on n'arrivait pas très bien à comprendre qui ils étaient. Et puis pareil, on s'est confronté directement à eux. Alors une patrouille a été kidnappée. 9 juin 2012, oui, vous êtes dans l'est de la Syrie. Voilà, près de la frontière Et vous irakienne. négociez le fait de ne pas être égorgé, en fait. Voilà, on est pris dans une embuscade. Et on passe plusieurs heures à négocier comme un dossier professionnel les avantages et désavantages qu'il y aurait à nous égorger. Et puis finalement, on a de la chance et on est relâché. 500 000 morts, des dizaines de milliers de disparus dans les prisons du régime, la moitié de la population déplacée. Dans le livre, vous n'épargnez en réalité ni le régime, ni les rebelles, ni les grandes puissances. Est-ce que vous diriez qu'avec du recul, c'est une guerre qui aurait vraiment pu être évitée ? On aurait pu mieux protéger les populations, je pense. Notamment avec des zones d'exclusion aérienne, ce genre de choses. Il y avait des endroits en Syrie où les forces du gouvernement s'étaient retirées. On aurait pu mieux protéger les populations. Maintenant, quand vraiment les gens veulent se battre, que voulez-vous faire? Au bout du compte, quand ils veulent vraiment se battre. Et là, en fait, c'est le sentiment que j'ai eu. Les rebelles ont brisé presque tous les cessez-le-feu qu'on mettait en place. Et puis nous le disait, on n'a pas intérêt pour le moment à avoir un cessez-le-feu, on s'organise, etc. Et quand dans une guerre, vous avez chaque protagoniste qui dit encore un petit peu plus de guerre, un tout petit peu, et puis après on négociera. La fenêtre se referme, surtout que lorsqu'elle est très étroite comme celle-là, et puis vous avez 10 ans de guerre. On reparle de la Syrie en ce moment, notamment à l'aune de l'invasion russe de l'Ukraine que vous évoquiez à l'instant. Le siège de Mariupol est comparé à ceux d'Alep et de la Ghouta. Est-ce que vous voyez un parallèle ? Non, j'aime pas tellement comparer des situations comme ça. Alep, c'est l'une des plus grandes villes du Moyen-Orient, c'est très spécifique. Chaque ville en Syrie avait ses spécificités. Mais je suis un peu surprise, j'ai l'impression que l'opinion occidentale redécouvre ce que c'est qu'une guerre. Une guerre est un empilement de crimes. Donc il n'y a pas de mécanique russe, par exemple, quand on voit Mariupol qui est aujourd'hui prise en étau, comme a pu l'être Alep, ce n'est pas de la même situation. Alors il y a des méthodes russes, ce qu'on appelle notamment en combat urbain, des méthodes sur lesquelles ils sont tellement rodés qu'en fait ils les ont données à l'armée syrienne, et j'ai vu ça être appliqué en Syrie. Je ne suis pas du tout qualifiée pour vous expliquer ce qui est en train de se passer en Ukraine à ce niveau-là. J'y suis pas, je ne peux pas le voir. Mais dans le livre, en tout cas, j'explique de quelle façon les Syriens opèrent, toujours pareil, notamment pour tout ce qui est guerre urbaine, et qui sont directement pris aux Russes, aux doctrines russes. Le samedi 11 août 2012, vous quitterez la Syrie en catastrophe. L'intuition très forte qu'un danger vous guette. Quel danger ? J'ai jamais su. C'était instinctif, pas vraiment une prémonition, une sorte d'énorme signal d'alarme. Et je me suis dit, moi je voulais vraiment continuer cette mission jusqu'à sa dernière minute. Mais je me suis dit, tu as eu beaucoup de chance déjà jusqu'à maintenant. Et là, quelque chose te dit que quelque chose ne va pas. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à mettre un nom dessus. Quand c'était des chars, quand c'était des attaques, je savais ce que c'était. Là, je n'arrivais pas du tout à mettre un nom dessus. J'ai l'impression que tout devenait très étrange. Réaction différente des gens en face de vous. J'en avais l'impression. Oui. Derrière vous, de toute façon systématiquement, mais qui changent d'attitude. C'était ça en fait. J'avais vraiment un sentiment très fort qu'il fallait que j'étais en danger. Donc je suis partie. Et donc vous partez en constatant l'échec de la mission que vous avez évoquée tout à l'heure. Bachar el-Assad s'est rendu aux Émirats arabes unis il y a 3 semaines. C'était sa première visite dans un pays arabe depuis le début de la guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? De toute façon, il est toujours là. Il y a un épisode dans le livre, je ne sais plus quel mois ça s'est déroulé, on appelait ça le volcan de Damas. Et donc les rebelles ont poussé jusqu'à l'intérieur de Damas, vraiment très très profondément dans la capitale, et le gouvernement a repris Damas en, je dirais, 2 semaines. Mais Dieu sait que les combats étaient lourds dans la capitale, mais quand je marchais dans la ville, je trouvais le régime très serein. Et à partir du moment où il a récupéré Damas, je me suis dit, il ne tombera plus. Et de toute façon, c'est un système. Donc aujourd'hui, il est toujours là. Il est là grâce aux Russes, c'est clair, grâce aux Iraniens. Mais donc il se rétablit sur la scène internationale. En même temps, de quoi est-il encore le président
comment est-ce qu'il reconstruira son pays, de quelle population est-il le président? Dans l'épilogue, vous pointez du nez d'ailleurs la résurgence inévitable du groupe État islamique, cette mise en place d'une fédération démocratique qui n'a pas vu le jour, à laquelle vous croyez plus tôt. Mais pour conclure, vous racontez aussi, parce que c'est votre parcours personnel aussi qui est en filigrane, vous racontez cette passion que vous avez pour le Proche-Orient. C'était l'objectif en fait de votre carrière, de pouvoir être en poste là-bas, ce qui n'est pas simple quand on est une femme dans l'armée française, contrairement à d'autres armées anglo-saxonnes, par exemple les Australiens. Et vous écrivez que les Syriens sont vos préférés dans cette région du Proche-Orient. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que ils n'étaient pas que mes préférés. Si vous parliez à l'époque du début de la guerre civile à des Libanais, à des Égyptiens, ils vous disaient tous, il y a vraiment une population qui mérite pas ça. Parce que ces gens-là étaient dans un pays très fermé. Ils se disaient, nous, on n'envoie personne, on n'a fait de mal à personne, pourquoi est-ce qu'on serait les méchants? C'était des gens très accueillants, un peu timides parce ils étaient quand même très tenus par un système effrayant. Mais moi, j'ai trouvé un accueil, une gentillesse, la beauté de la Syrie. C'était un pays absolument magnifique, enchanteur, très très spectaculaire quand je referme ce livre, je sais que je ne le verrai plus, ce pays. Mais c'est effectivement pour leur rendre hommage. J'aurais pas raconté ma vie, par exemple. Je l'ai vraiment fait à titre d'hommage et puis, comme je vous dis, pour rendre compte jusqu'au bout de ce qu'on a vu. Un livre à ouvrir. Vous dites quand vous le refermez, je suggère qu'on commence déjà par l'ouvrir. Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie. Et Noura Cham, merci beaucoup d'être passée par le plateau de 64 minutes.